bonjour, je suis Amandine Perjot, responsable de communication du CNDB et en charge du club Bouillet au bois. Je vous souhaite la bienvenue sur ce webinaire d'1h30 co-organisé par le club Bouillet au bois et le prix national de la construction bois. Donc un webinaire d'1h30 dédié au thème suivant, 20 ans après, retour d'expérience sur la durabilité des constructions bois. Petite information sur le déroulé de ce webinaire, vous êtes tous habitués. Donc, en tant que participant, vous ne pouvez pas mettre votre caméra ni votre son. Par contre, si vous voulez échanger avec nous, vous avez la possibilité de laisser un message dans le chat, dans la bulle converser ou discuter en fonction de votre navigateur. Donc, du coup, si vous voulez poser vos questions, allez directement à cet endroit. On y répondra à la toute fin de ce webinaire. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir 3 professionnels qui vont nous parler de cette thématique. Donc, on a Max Roland, donc, qui est du coup architecte associé et fondateur de Tectonic Architecte. Ensuite, on aura l'intervention de Sylvain Larouille, du coup président de Mètre Cube et directeur de Pyrénées Charpente, et Jean-Marc Poget, expert construction bois au CNDB et également représentant du club Biobois, terminera cette présentation. Je vais me permettre pendant quelques petites minutes de vous présenter donc, le club Bouillet au bois. Certains le connaissent déjà, ce que j'ai vu déjà Margot et Cécile par exemple, des membres du club dans les participants. Bonjour et bienvenue à vous. Donc le club Bouillet au bois, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un club qui a été créé donc, il y a presque 10 ans par la filière forêt-bois et qui a pour objectif de fédérer sous un seul et même nom les professionnels de la construction, rénovation, aménagement convaincus par le matériau bois. Aujourd'hui, c'est une communauté de près de 3500 personnes, donc des professionnels de la construction, rénovation, aménagement, comme je le disais. Donc, on retrouve autant des architectes comme des bureaux d'études, des promoteurs, des élus, des économistes, tout simplement les métiers de la maîtrise d'œuvre, maîtrise d'ouvrage, qui ont un rôle de prescription. Alors, qu'est-ce que ça fait d'être membre du club Bouillet au bois? Tout simplement, ça vous permet d'avoir accès à pas mal d'avantages, comme par exemple être invité à une quinzaine d'événements à l'année qui sont organisés par le club Bouillet au bois. Aujourd'hui, ce webinaire en est un exemple. Donc, vous êtes invité à des salons, à des conférences, à des visites d'opérations, des visites de chantier, des webinaires. Voilà, il y en a sur plein de sujets techniques ou plus inspirationnels. Donc, tous ces événements sont bien entendu gratuits. Vous avez aussi la possibilité, en étant membre du club, de pouvoir en fait avoir accès à un réseau. L'idée, c'est de faire en sorte que ce réseau de professionnels soit ouvert à tous. Et donc, si vous avez besoin de trouver un partenaire, un client ou autre, vous avez accès à tout ce listing de professionnels. Vous êtes également référencé sur le site du club Bouillet au bois. C'est ce qui vous permet, entre guillemets, d'être identifié comme un professionnel de la construction bois. On vous sollicite aussi également pour répondre soit à des interviews dans la presse ou faire de nombreuses interventions comme des webinaires aujourd'hui. Voilà, vous avez également l'accès à un groupe LinkedIn qui vous permet d'échanger tous ensemble et aussi d'avoir accès à du contenu technique. Et aussi, on vous pousse pas mal de contenu sur les mises à jour des réglementations, sur les réalisations bois qu'on peut trouver en France et ailleurs. Voilà, donc plein d'avantages à être membre du club Bouillet au bois. L'inscription est gratuite et très simple. Vous avez juste à aller sur le site du club Bouillet au bois et de répondre à 2 formulaires. Voilà pour cette toute petite présentation. Je vais essayer de ne pas trop tarder et de laisser la main tout de suite à Clémentine Noble, donc du coup, qui représente le PNCB aujourd'hui. Donc le PNCB, le Prix national de la construction bois, le co-organisateur de cet événement. Clémentine Noble, chargée de projet sur le Prix national de la construction bois. Donc, je pense que vous connaissez tous certainement le Prix national puisque vous avez eu l'information du webinaire par ce biais. Le Prix national, c'est 10 éditions. En 10 éditions, on a eu à peu près plus de 4800 dépositaires de projets. En 2021, on a eu 646 projets dans 3 grandes catégories, maisons individuelles, bâtiments, logements et aménagements. Gros succès chaque année et donc l'appel à candidature pour 2022 commence à partir du 1er janvier. Voilà, donc n'hésitez pas à le noter dans vos agendas. Cette année, nous avons eu donc 5 lauréats nationaux répartis sur toute la France dans différentes justement catégories. On a également un second site internet, le Panorama Bois, qui reprend l'ensemble des projets qui ont été présentés au Prix national depuis sa création. Donc, on a un petit peu plus de 5000 réalisations bois en ligne. C'est un outil qui est très efficace, puisqu'en fait, on retrouve des fiches détaillées sur chacun des projets avec les coordonnées des acteurs également.
C'est vraiment un outil pour s'inspirer, pour communiquer et faire connaître la construction bois. Et voilà, et sinon, de manière générale, en fait, Fibois France, en fait, c'est un réseau de prescripteurs sur toute la France. Donc, n'hésitez pas à faire appel à nous pour toute question concernant donc, soit un dépôt de candidature ou soit une question relative à une réalisation bois sur laquelle vous êtes en train de travailler. On est à votre écoute et à votre disposition. Merci Clémentine. Donc, du coup, on va laisser la parole tout de suite pour entrer dans le vif du sujet avec Max Roland, donc, qui va nous parler des évolutions liées à la maîtrise d'œuvre et à la conception depuis ces 20 dernières années. Bonjour à tous. Merci pour l'invitation du Club Louis Aubois et du PNCB pour prendre la parole. Bon, le thème, il est un peu large, entre guillemets, donc je ne sais pas si on va couvrir tout le périmètre du sujet, mais bon, on va essayer de dire, disons, le maximum de choses en peu de temps. Le groupe Tectonique, donc, nous sommes une agence d'architectes, d'ingénieurs et d'économistes. En fait, nous avons deux sociétés qui sont des sociétés jumelles, qui travaillent de manière complètement collaborative et intégrée. Donc, c'est pour ça qu'on parle de groupe Tectonique, ça fait un petit peu corporate, mais en même temps, c'est vraiment l'idée, c'est-à-dire que tous les acteurs, architectes, ingénieurs, économistes travaillent vraiment tous ensemble, on est tous mélangés dans le même local, on travaille tous sur le même logiciel, etc. Donc, il y a vraiment une volonté à la fois de travail très collectif et à la fois de pratique très horizontale entre tous les métiers du bâtiment. Donc ça, c'est un des éléments de l'ADN de notre activité qui est, je pense, assez important. Alors bon, dans les pays anglo-saxons, c'est quelque chose qui est très courant et qui est même assez systématique. En France, un peu moins. On a d'un côté l'ingénierie, de l'autre l'architecture et qui parfois se regardent un peu en chien de faïence. Donc, depuis longtemps, on a décidé de travailler un peu différemment et d'intégrer complètement les deux pratiques l'une dans l'autre. Le deuxième item, c'est notre engagement sur l'environnement. Alors, bien sûr, aujourd'hui, c'est un thème très à la mode et tout le monde, évidemment, s'occupe d'environnement. Mais c'est vrai que quand on a commencé à s'intéresser à ces sujets-là, je suis désolé, ça fait un peu ancien combattant, mais c'était au siècle dernier, à la fin du XXe siècle. Donc, c'était vraiment les débuts de l'engagement sur les questions d'environnement. D'ailleurs, c'était un petit peu chaotique parce que le corpus n'était pas structuré, mais bon, voilà, c'était vraiment le démarrage j'allais dire, de la prise en compte de ces sujets par les architectes et par le bâtiment. Je rappelle que précédemment, c'était un sujet dont tout le monde se foutait et puis qui n'existait pas finalement dans l'univers conceptuel des architectes et des ingénieurs. Donc, c'est finalement un sujet qui paraît maintenant un peu ancien, mais qui finalement est assez récent à l'échelle de l'histoire de l'architecture. Voilà. Ensuite, notre architecture, nous, elle est aussi caractérisée par une certaine forme de sobriété et de simplicité liée au fait que notre attachement, finalement, plus qu'à la forme architecturale en tant que domaine esthétique, plutôt un attachement à la question constructive et même considérer que finalement, la question constructive est au cœur de l'architecture, finalement, et c'est ça qui structure la pensée architecturale. En tout cas, c'est notre point de vue. Et alors, nous, on a articulé cette pensée constructive autour spécifiquement d'un item qu'on peut appeler filière sèche, disons pour la faire courte. Filière sèche étant une idée que le bâtiment, au lieu d'être construit in situ, dans des conditions qui sont souvent assez moyenâgeuses, on coule de la pâte à béton dans des banches, machin, etc. Bon, tous ces processus qu'on connaît tous très bien nous paraissaient vraiment très archaïques. Et donc, on s'est tout de suite mobilisé sur l'idée qu'il fallait essayer d'envisager un dispositif de préfabrication en amont de la construction et que finalement, le travail sur site était limité à un processus d'assemblage. Et le croisement entre cette approche-là et les préoccupations environnementales nous ont fait basculer, j'allais dire, tomber dans la marmite du bois, au sens où filière sèche plus environnement, évidemment, ça conduit assez naturellement à la construction bois. Donc, depuis 25 ans, un peu plus maintenant, on construit des bâtiments en bois. Bon, là aussi, aujourd'hui, c'est devenu très trivial. Tous les architectes et tout le monde sait faire du bois, entre guillemets, enfin, ou prétendent savoir le faire. À l'époque, on était vraiment des extraterrestres. Donc, on a vécu, disons, un peu tous les points de passage et toutes les époques, y compris des époques où c'était presque impossible de construire en bois en dehors des chalets
dans les montagnes, et que donc il fallait faire un peu de la gymnastique intellectuelle pour construire en bois sans trop le dire et sans trop le montrer, etc. Aujourd'hui, c'est presque l'inverse, assez amusant. L'histoire s'est retournée. Aujourd'hui, voilà, plus on affiche le bois et mieux c'est. Donc, c'est assez amusant. On a pu suivre, entre guillemets, toute cette aventure. Suivant, s'il te plaît. Voilà. Alors, je vais donner quelques exemples aujourd'hui pour essayer d'illustrer le propos. Alors, sur deux grandes familles de thèmes. D'abord, sur la notion de durabilité au sens très trivial, c'est-à-dire comment un bâtiment en bois se comporte dans le temps. Alors, effectivement, nous, on a la chance d'avoir un retour d'expérience assez long, puisque je disais, nos premiers bâtiments en bois ont été construits il y a plus de 25 ans, presque 30 ans maintenant. Donc, on sait comment ils ont vécu, on sait comment ils ont vieilli, on sait comment certaines choses ont très bien vieilli, d'autres un peu moins bien, etc. Donc, c'est très intéressant aussi pour construire notre pratique et notre corpus d'aujourd'hui, de tirer parti et leçon de ce retour d'expérience. Je le dis de manière très honnête et très transparente, avec certaines choses extrêmement positives et d'autres qui le sont un peu moins. Voilà. Ça, c'est pour illustrer un bâtiment qu'on a construit il y a 10 ans, il y a presque 15 ans maintenant, donc on a passé la décennale depuis un moment déjà, dans des conditions climatiques assez difficiles, puisque c'est la haute Maurienne, donc on est en altitude, on est dans un climat de haute montagne, voilà, avec une fonction très adaptée, puisque c'est un espace nordique, c'est-à-dire qu'en fait, c'est le bâtiment support des activités des biathlètes, puisqu'il y a un spot mondial de biathlètes ici à Bessan, en Haute-Maurienne, donc c'est le hub de la station de ski de fond et de biathlon. Voilà, et ce bâtiment, donc on l'a construit à une époque où on pratiquait le bois de manière très optimiste, entre guillemets, toute voile dehors. C'est-à-dire que, notamment, les façades, bon, là en l'occurrence, on voit sont en bois, tout est en bois. En fait, le bâtiment, il est quasiment 100% en bois. On a arrêté le béton au stade de la dalle du rez-de-chaussée. Et donc, c'était vrai que c'était une approche très dogmatique qu'on avait à l'époque en disant le bois, rien que le bois, et tout le reste, on oublie, donc notamment le béton. Je verrai, enfin, je dirais en fin de présentation un peu l'inverse, puisqu'on a changé de paradigme aujourd'hui. Voilà, donc ce bâtiment avec des structures extérieures, enfin, qui sont des structures qui passent dedans et qui passent dehors, des choses qu'on ne fait plus aujourd'hui. On n'aura pas le temps de développer sur le plan technique, mais c'est des dispositifs techniques qui sont assez dangereux et qui sont donc à éviter si c'est possible. Passerait d'un univers intérieur à un univers extérieur, c'est le cas ici, très mauvaise idée. D'utiliser du bois en façade, c'est pareil, c'est-à-dire qu'il y a des contextes où ça se prête très bien. Bon, là, en l'occurrence, en montagne, ça va bien. On voit aujourd'hui que dans des contextes plus urbains, notamment, l'utilisation du bois en façade est très problématique parce que elle vieillit, enfin, c'est un dispositif qui vieillit pas très bien et on paye cher quelques années après l'idée d'avoir rendu un bâtiment en couleur cagette comme ça sur les perspectives du concours. Donc, je le dis à dessein puisque nous, l'exemple est là. Donc, à gauche, des photos, j'allais dire, le jour de la livraison, enfin, un peu après, et à droite, 15 ans plus tard, donc on voit le bâtiment est devenu pratiquement noir, c'est complètement caramélisé. Il n'a pas mal vieilli, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de sinistre, mais on voit quand même que bon, il a quand même complètement changé d'allure et puis qu'il a une posture, disons, y compris esthétique, un peu plus austère, un peu plus brutaliste qu'il ne l'avait à l'époque. Ce qui peut être une qualité, mais je le disais, dans un contexte notamment urbain, c'est plutôt un défaut. Suivant. Voilà, donc on voit comment c'est très intéressant, comment les éléments vieillissent, donc selon qu'ils sont exposés, plus ou moins exposés, etc. Je précise que évidemment les têtes de poutre ont été avec des dispositifs de bitume, etc., pour pas que le bois il soit attaqué, entre guillemets, dans sa section. Mais voilà, typiquement, ça a bien vieilli, mais je le disais tout à l'heure, c'est vraiment des dispositifs qu'on cherche à éviter aujourd'hui, où on voit des poutres qui sortent, qui sont en saillie pour porter les débords de toit et qui ensuite vont aller à l'intérieur du bâtiment, sachant que le passage entre les deux climats, entre les deux atmosphères, il est pour le bois lui-même forcément un peu problématique. Mais là, en l'occurrence, il n'y a pas de sinistre, mais bon, je montre quand même ces photos avec ce commentaire. Suivant. Voilà, toujours le vieillissement du bois. On voit même les lamellés collés sont plutôt pas trop mal comportés. La grisaille générale marche bien parce que là, on ne le voit pas trop parce qu'il y a de la neige sur le toit, mais disons que c'est un toit qui est entièrement recouvert de lauze, de pierre grise. Et donc, l'esthétique aujourd'hui du bâtiment qui est devenu entièrement gris, noir et caramélisé, c'est assez efficace, c'est assez beau. Même si effectivement on peut dire que ça tâche, que c'est pas régulier, etc. Suivant.
Voilà, pareil, ça c'est avant-après. Donc, évidemment, à gauche, le jour d'inauguration, à droite, 15 ans plus tard. Donc, on voit les parties les plus exposées sont complètement décolorées. Les parties qui sont un peu plus protégées, comme les façades, qui se caramélisent plus, comme sur les vieux chalets. Donc, on a des parties caramélisées et puis des parties, au contraire, qui se noircissent ou qui se blanchissent et qui grisaillent. Voilà, suivant. C'est du mélèze pour la façade. Donc voilà, pareil, la photo avant-après, 15 ans après, 15 ans avant. Voilà. Sachant que nous, architectes, c'est vrai qu'on présente souvent, quand on voit un client, la vue version cagette, et on oublie souvent de dire et de présenter la version finale de l'ouvrage en bois, qui sera évidemment plus du tout couleur cagette. Voilà. L'arrière du dispositif. Donc, bon, suivante, je ne veux pas m'apesantir trop parce que je crois que le temps va passer assez vite. Ça, c'est un autre élément, une autre référence importante pour nous. C'est un bâtiment hospitalier, enfin un bâtiment d'unité de soins à Chambéry, qu'on a construit là aussi il y a une quinzaine d'années. On est au-delà de la décennale. Donc ça, on voit les photos d'origine, peu après la livraison. Donc là aussi, avec des dispositifs qu'on essaye d'éviter aujourd'hui, beaucoup de bois en façade, y compris des éléments structurels, des carrelets qui sont utilisés à l'horizontale, alors que, bon, on sait tous maintenant, enfin, en tout cas, nous, que le carrelet à l'horizontale, ce n'est pas une bonne idée. Il vaut mieux avoir des pièces de bois qui sont à la verticale, pour assurer un vieillissement plus homogène et puis une stabilité meilleure dans le temps. Donc voilà, j'allais dire un peu par auto-flagellation, je montre ça en disant que c'est ce qu'il ne faut pas faire, mais voilà, en même temps, c'est quand même là aussi un retour d'expérience. Et maintenant, on va voir les photos suivantes du bâtiment tel qu'il est aujourd'hui. Donc évidemment, les bois n'ont plus du tout la couleur cagette que j'ai déjà évoquée plusieurs fois. Ils sont tous soit noircis, soit grisés, soit blanchis, mais tous décolorés. Finalement, ça n'a pas trop mal vieilli parce qu'on a beaucoup de fixations sur les carrelets horizontaux, donc ils n'ont pas eu trop tendance à guidonner et à s'échapper, entre guillemets. Donc, ils ont plutôt été assez bien maintenus. Bon, il y en a quand même qui ont dû être changés. Je le précise, le client a bien joué le jeu, a fait un assez bon entretien progressif, c'est-à-dire que des fois, quand il y a une lame, enfin un carrelet qui s'échappe, entre guillemets, il faut penser à le changer. Et c'est ce qu'a fait le client. Alors évidemment, quand il change le carrelet, il met un neuf. Alors ça fait évidemment, ça fait une rustine qui se voit beaucoup pendant les premiers temps. Voilà, suivant. Nous aussi, on a amassé cette version du bâtiment, donc on voit complètement différente. Le bâtiment est devenu noir, gris, très sombre. Plastiquement, nous, on trouve que c'est assez élégant finalement et que ça marche bien. Je ne vous cache pas qu'à Chambéry, ça nous a mis une mauvaise réputation pendant pratiquement 10 ans. On n'a pas pu travailler à Chambéry à cause de ce bâtiment. Les gens en général, et notamment les maîtres d'ouvrage, les gens du bâtiment, ont considéré que c'était inadmissible, que le bâtiment était devenu comme ça, etc. Alors qu'en fait, effectivement, c'est son état normal, si on peut dire 10 ans après, sachant qu'il n'y a pas du tout de péril technique. Le bâtiment est en bonne santé, disons, du point de vue de sa tenue mécanique et technique. Mais par contre, voilà, du point de vue de l'image, il y a un vrai sujet. Et qui est très clivant. Et donc, je le redis, attention, nous, gens de la filière bois et constructeurs en bois, afin de faire très attention à l'utilisation du bois en façade et de pas se laisser avoir par l'image du concours, où le bois est tout joli, tout neuf, etc. Et on sait très bien que c'est pas comme ça que ça va se terminer. Voilà, suivant. Alors voilà, donc là, pour dire qu'on a changé, nous, de paradigme par rapport à ça. Aujourd'hui, en fait, on considère, enfin, ce n'est pas un scoop, que le bois, là où il est le plus mal utilisé, c'est en façade. Donc, si on peut éviter, autant que faire se peut, faire des bâtiments en bois, c'est super, des structures en bois, c'est super, pour tout un tas de raisons. On ne va pas faire l'argumentaire aujourd'hui, mais par contre, mettre des bouts de bois, des morceaux de bois et encore pire, des structures en bois en façade, c'est compliqué et c'est probablement pas une bonne idée. Donc là, c'est un exemple d'un bâtiment qu'on a livré récemment, qui est paradoxalement un bâtiment tout en bois, effectivement, mais on voit qu'il n'y a aucun élément en bois sur les façades, ni au rez-de-chaussée, ni en haut, ni au-dessus, ni sur la 5e façade, nulle part. Et c'est comme ça qu'on envisage aujourd'hui plutôt de formuler la construction bois. Si on voit la slide d'après, on voit que c'est un bâtiment qui est entièrement réalisé avec une solution CLT. Je précise que c'est un CLT Made in France et en bois français, puisque c'était le CLT Monesef qui, malheureusement, ils ont dû arrêter leur filière de production pour des raisons
disons, macroéconomiques. Mais voilà, le bâtiment, on voit dans sa phase de construction, là, c'est un bâtiment entièrement construit en bois. Bon, solution CLT, c'est pareil, qu'on a tendance à amender un peu aujourd'hui parce que c'est très, c'est très gourmand en ressources. La solution CLT, c'est un peu le bois pour les flemmards, c'est facile. On remplace les murs en béton par des murs en bois, les dalles en béton par des plaques de CLT et le tour est joué, c'est facile, ça ne prend pas la tête. Mais par contre, ça a quand même un gros inconvénient d'avoir le CLT. Pour partie, il ne vient pas de France, il vient d'ailleurs, très souvent d'Autriche, en l'occurrence avec des bois du Nord. Donc, c'est un produit qui n'est pas du tout ressourcé en circuit court. Loin s'en faut, il roule beaucoup, il fait beaucoup de camions, etc. Il utilise des ressources qui viennent de loin. Et en plus, il surabonde l'utilisation du bois sur l'ouvrage, puisque finalement, quand on construit un bâtiment comme ça en solution tout CLT, on s'aperçoit qu'on utilise beaucoup trop de bois par rapport à ce qu'il faudrait raisonnablement utiliser pour construire la même chose avec un système, j'allais dire, de charpente traditionnelle. Donc attention, là aussi, c'est un peu un retour d'expérience qu'on fait sur cette utilisation facile du CLT. Attention, le CLT, c'est facile, effectivement, voilà, c'est un peu l'architecture, enfin, c'est un peu la construction pour les nuls, mais en même temps, voilà, ici, c'est le gros défaut du dispositif, c'est qu'il est vraiment beaucoup trop gourmand en ressources. Suivant. Voilà. Alors, le nouveau paradigme pour nous aujourd'hui sur la construction bois, c'est un peu la 3e génération. Je vais très vite, en 20 minutes évidemment, mais c'est le mix. Alors, on parle beaucoup du mix énergétique, mais aussi nous, on croit beaucoup au mix constructif. C'est-à-dire que la solution tout bois, dogma, telle qu'on construisait, j'ai montré les 2 premiers bâtiments là, que je vous ai montré tout à l'heure, il y a 25 ans, bon, on considère que c'est vraiment plus tout à fait bien adapté et qu'au contraire, aujourd'hui, il faut complètement hybrider tous les systèmes et les modes constructifs pour essayer d'optimiser au maximum les choses et les procédés là où ils sont efficaces et au contraire, les éviter là où ils le sont moins. J'ai cité tout à l'heure le CLT. Typiquement, là, dans une construction qu'on est en train de finir à côté de Marseille, on a certes toujours du CLT parce que le CLT, c'est quand même techniquement, c'est un super produit, évidemment. Et donc, pour faire, j'allais dire, une cage d'ascenseur, par exemple, en bois, le CLT, c'est quand même très, très bien. Ou pour faire des caissons de plancher, c'est-à-dire sans utiliser des dalles de CLT très épaisses, mais en optimisant l'épaisseur, en caissonnant ou en solivant les structures de plancher, c'est très bien aussi, etc., etc. Donc là, il y a vraiment un vrai travail à faire dans la filière pour arriver à optimiser et à marier, entre guillemets, tous les systèmes constructifs les uns avec les autres pour qu'on arrive à avoir un corpus constructif qui devienne vraiment vertueux, ce qui, je pense, n'est pas toujours le cas aujourd'hui, y compris dans le monde de la filière bois. Suivant. Voilà, typiquement, donc ça c'est une photo de fin de chantier. Bon, là, le bâtiment a été livré entre-temps, j'ai des photos malheureusement plus récentes, mais que je n'ai pas ici, où on voit le mix donc, entre des éléments en CLT, des éléments en façade ossature bois, des murs ossature bois, des charpentes, des structures, des remplissages, et y compris avec aussi le mixage avec les géosourcés, puisque ça, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais comme on a un vrai sujet avec la filière bois et la thermique d'été, comme chacun sait, pour des raisons évidentes de manque d'inertie, on doit aujourd'hui compenser les systèmes constructifs bois avec plein d'autres dispositifs pour arriver à assurer le confort des bâtiments en été. C'est un des gros challenges de la filière, là aussi, qui est assez nouveau parce que c'est pareil, il y a 30 ans ou il y a 25 ans en arrière, on ne se préoccupait pas de ce sujet, on s'occupait de la thermique d'hiver, alors qu'aujourd'hui, on sait bien que le problème, ce n'est pas la thermique d'hiver, c'est bien le confort en été dans des bâtiments qui sont légers et en structure bois. Il y a un gros sujet. Suivant. Voilà, donc le géosourcé, le biosourcé, le bois biosourcé associé au géosourcé, c'est quelque chose qui marche vraiment très bien. Alors, le géosourcé, ça peut être plein de choses. Ça peut être de la brique de terre crue, comme ici à Marseille, ou c'est de la pierre massive, comme on a utilisé là pour une école à Nîmes, etc. Il y a plein de dispositifs possibles, mais on trouve là aussi que le mariage entre les deux mondes fonctionne extrêmement bien, à la fois au plan environnemental, au plan constructif et bien sûr au plan hygrothermique. Suivant. Voilà, et sur l'hybridation constructive, aujourd'hui, on essaye d'aller même encore un peu plus loin, c'est-à-dire qu'on essaye de vraiment composer de composer les éléments constructifs en mixant à l'intérieur d'un seul élément, y compris des matériaux différents, typiquement pour les planchers. On sait que quand on fait des planchers en logement aujourd'hui, faire du tout bois,
c'est emmerdant parce que ça traite mal l'acoustique, ça fait des planchers très épais, ça fait des planchers qui sont chers, avec beaucoup de couches, etc., etc. Je passe les détails. Donc, typiquement, l'hybridation entre des éléments en béton en restant dans un monde de préfabrication et des éléments en bois peuvent marcher très bien, produisent des planchers moins épais, plus simples et plus efficaces, à la fois sur le plan de l'inertie, sur le plan de l'acoustique, etc. Et donc là, il y a un vrai sujet, un vrai challenge pour nous, pour le monde de la construction en général, d'essayer de trouver de nouveaux dispositifs sans stigmatiser l'un ou l'autre. On sait aujourd'hui, par exemple, que le béton, ils avancent très vite sur la question du bas carbone et on a des bétons qui sont de plus en plus vertueux. Bon, ce n'est pas encore merveilleux, mais ça le sera probablement demain. Et donc, il faut absolument qu'on arrive justement à la fois à réconcilier les filières entre elles, mais surtout les assembler, les hybrider les unes dans les autres. Donc voilà, nous, on travaille beaucoup là-dessus, y compris en produisant finalement des images de bâtiments et suivant, et je crois que c'est la dernière vue, voilà. J'aime bien cette image parce que c'est un bâtiment en bois. C'est un projet, il n'est pas encore réalisé, mais enfin, c'est un bâtiment en bois et on voit, bon, comme je disais tout à l'heure, pas de bois en façade. Ça paraît assez simple, assez évident. Mais en plus, on voit que l'exosquelette qui est au premier plan, c'est un exosquelette en béton préfabriqué qui tient les éléments de balcon, etc. Et donc, en fait, on pourrait dire, bah oui, c'est un bâtiment en béton. Bah non, c'est un bâtiment qui est construit, c'est un bâtiment en bois. Mais effectivement, du point de vue de sa tectonique, du point de vue de son architectonique et de sa construction, il est complètement hybridé. C'est-à-dire qu'il y a des éléments qui sont passés en béton parce qu'ils sont mieux. C'est mieux d'avoir des éléments en béton exposés en façade plutôt que d'avoir des morceaux de bois. Et donc, le bois, on le remet à l'intérieur des murs, à l'intérieur des planchers, etc. Et on le sort, entre guillemets, du langage de la façade. Donc, voilà. Point de suspension, je crois que j'ai à peu près mis 20 minutes, c'est ça? On a encore 5 minutes si besoin. Encore 5 minutes. Voilà, donc moi j'ai peut-être été un peu vite du coup, mais pour donner à peu près les tendances, donc 3 grands moments dans l'histoire, dans notre histoire en tout cas à nous, puisque c'est un peu ça qui est illustré par cette présentation. Premier temps, la dogma, solution bois intégrale et surtout pas de béton. Le moment 2, attention, retour d'expérience sur tous les bâtiments qu'on a fait en bois ces dernières années avec des réalisations notamment en façade qui sont un peu hasardeuses et qui vont certainement nous faire comment dire, il va y avoir un retour de flamme qui va être un peu violent pour la construction bois, parce que je pense qu'il y a beaucoup de bâtiments bois qui vont avoir une sale gueule très prochainement, et donc ça va forcément avoir une mauvaise influence sur le monde de la construction bois. Donc là, il faut qu'on fasse très attention. Et puis le troisième moment, le troisième corpus, le troisième paradigme, entre guillemets, c'est celui que je présentais à l'instant, c'est l'hybridation complète des systèmes, y compris à l'intérieur d'un même macro-composant qu'on peut envisager avec, pourquoi pas, un peu de béton, bas carbone évidemment, si possible, et un peu de bois, ou un peu plus de bois, un peu plus de béton, ou un peu plus de chamallow, etc. Mais avec l'idée que voilà, on interface et on hybride complètement les matériaux. Là aussi, dans le sens d'une optimisation à la fois constructive et environnementale, parce que derrière tout ça, en arrière-plan, c'est d'essayer, bien sûr, d'utiliser le moins possible de ressources et donc de les utiliser le mieux possible. C'est vraiment ça le paradigme. En sortant d'un dogmatisme trop schématique, le bois, ça serait mieux que le béton, point, quoi. Ça ne suffit pas, disons, dans l'analyse aujourd'hui je pense, pour construire des bâtiments intelligents. Voilà, merci. Merci beaucoup, Max. En tout cas, n'hésitez pas en attendant de poser vos questions dans le chat. On y répondra tout à l'heure. Et en attendant, on va laisser la parole tout de suite à Sylvain. Bonjour à tous. Merci de m'avoir invité aussi. Donc, je pense que je vais être assez complémentaire avec ce qu'a dit Max. J'essaierai de rebondir sur certaines de ces problématiques et questions par rapport à nous, ce qu'on nous demande de réaliser, comment on le réalise et l'évolution aussi qu'on peut sentir depuis une dizaine d'années sur notamment les bardages en façade. Dans un premier temps, je vais vous présenter. Alors, et Sylvain, excuse-moi juste, je te coupe 2 minutes. On a juste ton son qui est assez faible et qui coupe un petit peu. N'hésite pas à te rapprocher de ton micro pour que tu sois bien audible. Voilà, je te relaisse la parole. Donc, Tierney Charpente, on est une société basée
Hautes-Pyrénées. On travaille sur le sud de la France et on construit des bâtiments en bois. Donc, si on peut passer à la diapositive suivante. Donc aujourd'hui, vraiment, notre cœur de métier, c'est la construction bois. Pour ça, et vu qu'on est à la base des Pyrénées, on est obligé d'intégrer une partie couverture zinguerie. Il y a une dizaine d'années maintenant, on a intégré un pôle métallerie qui nous permet de faire tout ce qui est ferrure et divers assemblages et même en partie structure métallique. Et ce qui nous amène sur certains chantiers aussi à faire du support d'état à partir du moment où le bois est prépondérant. On peut passer à la diapo d'après. Je rebondis déjà une première fois sur ce qu'a dit Max Roland, c'est-à-dire sur l'utilisation des bois français. Aujourd'hui, le réseau français est en train de se développer et on arrive de plus en plus à trouver, même pour nous qui sommes industriels, de la matière pour pouvoir construire avec du bois de France. Et ça, c'est quelque chose de très important parce qu'effectivement, on véhicule une image verte, mais il faut que ça passe par toutes les étapes de la construction, y compris par nos appros. Donc nous, aujourd'hui, on travaille 95% avec du bois français, et y compris sur le CLT, où on travaille avec un industriel français. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose qui est faisable et c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Donc je ne suis pas pour avoir des approvisionnements en filière très très courte, parce que ça peut être compliqué. Et donc, si déjà on met en avant le bois français, c'est quelque chose qui est bien et qui est faisable aujourd'hui. Si on peut passer à la diapo suivante. Donc voilà, je vais vous présenter des projets qu'on a réalisés et en vous expliquant un peu ce qu'on a fait, comment on l'a fait et l'évolution aussi des projets. Donc ça, c'est un projet qu'on a fait il y a une dizaine d'années, qui, lors de la réception, c'est Mélèze en façade, c'est sur la région bordelaise. Et on a un très beau rendu avec des couleurs vraiment qui sont dorées, avec des pardages très apparents, des brise-soleil, des brise-vue. Et on a vraiment mis ça en avant et c'était voulu comme ça par l'architecte. Si on va à la diapo suivante. On voit le bâtiment, c'est pas en noir et blanc, hein, c'est les vraies photos. On voit le bâtiment 10 ans après, donc où on a des bardages qui sont gris, plus ou moins gris, avec des petites coulures au niveau des appuis de menuiserie, les brises-soleil et les brises-vue ont grisé aussi. Donc c'est quelque chose vraiment qu'il faut prendre en compte dans l'architecture et qui est important de voir. Aujourd'hui, il y a de plus en plus des rendus qui sont faits au moment du concours, enfin au moment de la réception, et à 5 ans, 10 ans après, on voit l'évolution du bâtiment. C'est vraiment quelque chose de capital parce que le bâtiment va vivre plus longtemps sur ces tons de gris que sur ces tons initiaux qui peuvent être miel. Ce qu'il faut savoir par rapport à ça, on est souvent appelé derrière en expertise notamment, où on peut avoir des problématiques de clients qui ne comprennent pas l'évolution du bardage. Alors, il faut vraiment détacher ça, que le bâtiment ne prend pas mal, il n'est pas abîmé, tout va bien, sauf qu'on n'a pas expliqué aux clients que 2 ans, 3 ans, 5 ans après, il y allait avoir une évolution de la couleur. Et ça, c'est souvent mal vu parce qu'on fait un amalgame entre bois pourri et façade grisée. Donc, c'est quelque chose qui est compliqué, nous, à gérer, puisqu'on est, enfin, on est totalement indépendant de ça. On a des façades qui vont plus ou moins bien vieillir. Et du coup, ça demande vraiment d'explication avec le client. Et il y a des solutions après par la suite. Si on peut passer. Donc, ça, c'est un foyer, c'est le foyer Marcadet à Mont-de-Marsan. On est en train de finaliser le chantier. En fait, c'était un chantier en plusieurs tranches parce qu'il y avait une opération en tiroir. Et si on passe à la diapo suivante, ce qui est intéressant de voir, en fait, c'est qu'on a des tranches qui sont plus ou moins vieilles. Donc, on a 4 ans de différence entre la première tranche et les dernières tranches qu'on est en train de finir. Et c'est de vraiment voir les différences de bois entre le moment où c'est posé et 3 ans après.
et si c'est abrité, pas abrité. Donc, si on prend la diapo du haut, déjà, on a un bardage en partie rez-de-chaussée qui est abrité sous un peu plus de 1,20 m de casquette béton. Et donc là, on voit que le bardage a très peu évolué, très peu bougé. Il passe sur les teintes marron, alors que le même bardage au-dessus qui est exposé va sur des teintes grises. Donc, c'est quelque chose qu'il faut toujours, pareil, prendre en compte. On peut aimer. Il y en a beaucoup qui aiment le côté argenté du Mélèze et du Douglas lorsqu'il vieillit. Pour ma part, c'est le cas, mais ça ne plaît pas à tout le monde. Et donc, il faut vraiment faire très, très attention à ça pour que tout le monde soit prêt à ça. On voit sur la seconde photo, pardon, un bardage bois qui est plus ou moins abrité. Donc, quand il est très abrité, on a ces teintes marron, et plus on arrive vers la face qui n'est pas abritée, où on a ce grisaillement. Pareil, on peut retrouver un peu le même esprit qu'il y avait sur certaines photos de Max au niveau des brises soleil, brises vues, où on a des faces extérieures en fait, qui sont très grisées, puisqu'elles sont vraiment même nues que l'acrotère, et des faces intérieures qui restent un peu plus marron. Donc, c'est quelque chose qu'il faut prévoir. Et c'est surtout, on a une problématique, c'est que les 4-5 premières années, on a de l'évolution sur ces couleurs-là. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. C'est-à-dire que le bois ne se stabilise pas de suite, il va évoluer un peu. Après, on peut dire qu'au bout de 5 ans, on va déjà avoir une teinte qui se rapproche de la teinte définitive. Mais ces 5 premières années, ça peut être plus ou moins aléatoire avec des rendus plus ou moins beaux. En bas à gauche, la photo, vraiment, c'est un des bâtiments qu'on vient de livrer. Là, on a le bardage qui est tout neuf, tout beau, et voilà, qui va évoluer parce que là, pareil, l'architecture veut, dans cette région-là, qu'il y ait des très petits débords de toit. Donc, on sait qu'on va avoir une partie haute là, sous la gouttière qui sera relativement claire et tout le bas qui sera grisé. Si on peut passer à la diapositive d'après. Voilà, ça c'est un bâtiment qu'on a réalisé maintenant il y a 3 ans, où là on est toujours dans la ville de Bordeaux et où c'est un bâtiment à fort enjeu publicitaire et qui est assez représentatif de la filière bois au moment où il a été construit. Donc là, de suite, les architectes ont eu un parti pris et on les a accompagnés là-dedans. C'est d'avoir un bois qui était pré-grisé. C'est-à-dire que pour pallier à cette évolution du bois, aujourd'hui, nous, en tant qu'entreprise, on milite activement pour qu'on parte sur des bois pré-grisés, de manière, si on met du bois en façade, de manière à ce que l'évolution se fasse vraiment dans les mêmes teintes et qu'on n'ait pas de changement d'aspect complet de façade et global de la façade. Donc ça, c'était le bâtiment au moment de la réception. Si on passe à la diapositive d'après. Donc là, c'est le bâtiment aujourd'hui. Donc, les photos ont été prises la semaine dernière. C'est pas très beau en l'occurrence, mais on voit bien qu'on est resté sur les mêmes teintes de bardage. Les brises soleil font toujours leur office et on n'a pas de changement. Si on voit là où il y a le vélo qui est garé là, donc on a une façade qui est complètement exposée sans couvertine en partie haute. C'est quelque chose qui a grisé de manière uniforme. Et par contre, on peut voir sur la partie gauche avec des teintes, des endroits qui sont un peu plus grisés que d'autres, mais on reste toujours dans ces teintes de gris qui étaient souhaitées et voulues aujourd'hui par l'architecte au début. Et on peut dire que même si le pré-grisement aujourd'hui va s'estomper avec le temps, le vieillissement naturel du bois va faire qu'on va rester dans ces teintes et du coup, on va avoir vraiment quelque chose qui restera un maximum uniforme. Je suis désolé, j'insiste un peu là-dessus, mais c'est vraiment quelque chose, en fait, on ne vend pas du rêve au moment de la réception. On a peut-être un bâtiment qui est un peu gris, mais en fait, c'est le vrai bâtiment tel qu'il va vieillir et évoluer. J'ai mis une petite photo en bas à gauche. Juste une petite photo en bas à gauche. C'est le bâtiment, c'est le hall d'accueil. On a des bois qui sont très blancs. Et c'est des bois, je redis, mais il ne faut pas faire l'amalgame entre aussi bardage et évolution du bardage et l'intérieur des bâtiments. On a des éléments qui sont protégés.
ils subissent juste l'action des UV. Donc, on peut avoir un bois qui est naturel à l'intérieur. Après, vernis, lasuré, ça c'est au choix de chacun. Mais on n'aura aucune évolution par rapport à l'extérieur. Là, on va avoir des évolutions. Si on peut passer à la diapo d'après. Alors là, c'est un autre type de bâtiment. C'est un groupe scolaire sur la région toulousaine. La région toulousaine a des contraintes fortes au niveau du climat, c'est-à-dire qu'il peut faire 35 degrés l'été et il peut faire 5 voire moins l'hiver avec beaucoup de pluie notamment. Et après, on peut avoir un jour à 30 et le lendemain à 5 degrés. Donc, c'est assez particulier. Donc là, le parti pris des architectes a été vraiment de trancher entre des façades qui sont en briques émaillées et des parties bois qui, elles, aujourd'hui, ont été traitées avec une lasure, mais qui veulent, le souhait architectural, c'est que ça évolue vers le gris. C'est pour ça qu'ils ont vraiment cassé avec ce bleu, de manière à ce que, malgré l'évolution avec le gris, on n'ait pas des façades qui soient trop froides. Si on peut passer à la diapositive d'après. Donc, il y a toute une partie, par contre, des surfaces qui ont été traitées avec du bois. Ça, c'est des parties qui sont protégées et du coup qui évolueront très peu. Et après, on a des grands bandeaux très linéaires et des brise-soleil. Et cela, vraiment, le souhait architectural, c'est d'avoir du gris dans le temps et que ça évolue relativement bien. Donc après, il y a très peu de cassures et ainsi de suite sur les façades, de manière à ce qu'on ait des évolutions du bois qui soient uniformes. Je le redis, mais on n'est pas obligé de faire un bâtiment en bois, en structure bois, pour avoir du bardage bois en façade. Ce sont des choses qui sont vraiment très différentes et aujourd'hui, c'est un des vrais enjeux. Ce n'est pas tout le temps compris parce qu'on fait de plus en plus de bâtiments en bois où on ne voit plus 1 cm² de bois. Mais ça fait aussi partie du jeu et ça fait partie aujourd'hui de la modernité de nos bâtiments. Comme le disait Max tout à l'heure, il faut que chaque produit soit au bon endroit et qu'on utilise au mieux les performances de chacun. Si on peut passer à la diapo suivante. Ça, je le présente rapidement. C'est toujours pareil. Ça, c'est un bâtiment sur Toulouse où on est sur du logement étudiant. En fait, on avait toute une partie de façade. Donc là, on a des façades qui sont très, très exposées. On peut passer à la diapositive suivante. Mais des façades qui sont très exposées sur lesquelles on a mis de l'alu-cobon de manière à avoir une pérennité dans le temps qui est vraiment importante, sur lequel on a intégré des volets. On peut aller à la diapositive suivante, s'il vous plaît. Super. Et en fait, on a traité, en fait, il a été traité dans ce projet-là, toutes les fontes coursives qui sont abrités de 4 ou 5 mètres, en fait, par des coursives béton, avec des murs bois, avec un parement de bois qui reste apparent. Et donc, du coup, là, on a une teinte qui évolue pas du tout dans le temps, puisqu'on est complètement protégé des intempéries. Donc, on garde bien nos façades principales en ossature bois qui n'évoluent pas avec son revêtement alu et ces fonds coursives en bois où tout le monde a le côté chaleureux et peut aller toucher le bois. Et par contre, donc c'est 600 logements étudiants, 900 logements étudiants. Et ce qu'il faut savoir, c'est que des fois, ça fait peur de mettre du bardage bois, notamment dans les coursives. Aujourd'hui, il n'y a eu aucune dégradation. Chose est sûre, c'est que quand le bâtiment est qualitatif et que c'est beau, les gens font plus attention et en fait, on n'a pas du tout de dégradation. Ça, c'est un fait, un constat qu'on a, nous, même au bout de 10 ans, quand on revient sur les projets pour la décennale, où on a ces parties-là qui sont très apparentes, mais qui ne bougent pas avec le temps parce que tout le monde en prend soin. Si on peut passer à la diapo suivante. Donc, ça, c'est des logements. Donc, ça, c'était des logements avec une appro très, très courte parce que toutes les appros de bois se sont fait à moins de 20 km, enfin moins de 50 km, pardon, du chantier avec les bardages,
qui étaient des produits très locaux, qu'on a saturé. C'est pareil, si on passe à la diapo suivante, on a de la pierre qui est très locale, qu'on est venu rajouter sur des murs bois. Et en fait, là, on a traité, toujours pareil, mais j'insiste là-dessus, toutes les parties qui sont directement exposées avec un saturateur gris, de manière à avoir très peu d'évolution. Toutes les parties qui sont protégées, on a laissé du bois apparent et non traité. Enfin, non traité, non saturé, non pré-grisé. Donc, on le voit en haut, on a un bâtiment d'accueil un peu au milieu de cette résidence-là, qui a des très, très grandes avancées de toit. Donc, on s'est permis de laisser du bois naturellement durable. Et après, dès qu'on est sur des faces exposées, on a pré-grisé de manière à avoir très peu d'évolution. Et ce qui fait que ça, c'est un chantier qui a été livré il y a 4 ans maintenant, où on n'a aucune évolution pour y être passé il n'y a pas longtemps. Devant, on a très peu d'évolution sur les façades. Et on a un gris qui est plus ou moins gris sur les façades, et qui reste dans les teintes initiales. Si on peut passer à la diapo suivante. Donc ça, c'est les tribunes d'un stade. On peut encore aller à la diapo suivante, s'il vous plaît. Donc ça, on se dit des fois que sur un bâtiment complètement ouvert, on peut avoir peur de laisser le bois apparent. Là, ce stade-là, en fait, le parti pris, on a l'impression qu'il y a en toiture que des petits tasseaux de bois, mais on a toute une couverture en polycarbonate sur le dessus. Et donc, ce qui permet d'avoir de l'épicéa autoclavé marron qui est protégé, complètement protégé, et qui va très bien vieillir et rester dans ses teintes initiales. On voit bien sur la photo en bas. Juste à côté, il y a le clubhouse. Ce clubhouse, il a été traité avec la même finition et on a des très grandes avancées de toit. Alors, après, ça dépend des régions exactement, mais là, compte tenu des très grandes avancées de toit, on sait qu'on va avoir une protection nécessaire et suffisante pour ne pas avoir d'évolution de tête. Si on peut passer à la diapo suivante, s'il vous plaît. Donc ça, c'est un refuge en montagne. Là, on est à 1800 mètres d'altitude. Il peut y avoir jusqu'à 6 mètres de neige autour du refuge. Donc, si on passe à la diapo suivante, là, on a pris un parti fort, qui est le parti architectural de base, mais sur lequel on a amendé, à savoir que la façade la plus exposée, en fait, est recouverte d'inox. Donc, ça nous sert de couverture. Et on a les pignons et la façade de devant qui sont traités en bois. Ce qu'il faut savoir et ce qu'on a pu voir sur ce type d'ouvrage où on a des sollicitations qui sont fortes, en fait, en ayant des bois qui sont là pour le coup très très local. Là, savoir que c'est du mélèze et on a été prendre des arbres. C'est quelque chose qui a été travaillé en amont à 10 km de là, dans la montagne, à même altitude et ainsi de suite. On voit qu'on a un vieillissement qui est beaucoup plus pérenne que quand on importe des bois, d'ailleurs de régions différentes. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a pu constater, nous, avec notre retour d'expérience. Donc, il ne faut pas le faire sur tout le projet. Là, c'est vraiment les parties sensibles, à savoir le bardage, ce gros brise-soleil sur le côté. Mais c'est quelque chose aujourd'hui qui marche et sur lesquels on a des vieillissements mieux parce qu'on a l'impression et la sensation que le bois est déjà habitué aux contraintes qu'il peut subir. Si on va à la diapo suivante, ça, c'est un bâtiment tout bois avec bardage en façade. On a 2 types. On a du bac acier et un bardage en composite bois. Donc, si on passe à la diapo suivante. Donc, ça, c'est pour les clients qui sont assez frileux aujourd'hui, mais qui veulent vraiment avoir comme du bois en façade, mais qui évoluerait très peu. On a trouvé cette parade qui nous permet aujourd'hui d'avoir un composite de bois en façade et qui a très peu d'évolution de couleur. Donc, on reste sur les teintes marron. Là, pour le coup, c'était choisi marron et on a vraiment des évolutions qui sont minimes. Donc, ça peut être un compromis des fois sur des gens qui ne veulent pas avoir du gris.
Si on va à la diapo suivante, je crois qu'il ne me reste plus que 2 diapos. Et après, j'aurai la parole. Ça, c'est un chantier qu'on fait à Toulouse, ça s'appelle Oudart la cartoucherie. Donc là, la ville de Toulouse est quand même assez frileuse par rapport au bois en façade parce qu'il s'est fait beaucoup de bardage bois sur des bâtiments en béton avec des évolutions qui ont été pas forcément exceptionnelles pour le bois, où on a des grisaillements qui sont complètement différents sous les balcons, ainsi de suite, ce qu'on peut connaître tous et qu'on n'aime pas forcément. Donc là, on a traité du bois que dans les fonds de loggia ou dans les parties abritées. C'est du bois qui est quand même malgré tout pré-grisé et tout le reste a été fait avec la terre cuite. Si on passe à la diapo suivante, donc voilà, on voit, on a notamment la photo en bas à droite, là, l'hôtel. Officiellement, c'est que des façades bois et devant, on va venir mettre une coursive, on voit sur la photo juste au-dessus, qui protège en fait toutes ces façades bois et on a du bois que lorsqu'on a des retraits dans la façade et on n'a jamais de bois exposé de manière à ne pas avoir d'évolution de ce bois. Et ça a été une solution et un compromis qui a été fait par tout le monde pour avoir aujourd'hui le meilleur rendu et le moins de vieillissement possible. Voilà, juste, je crois qu'il y a une dernière diapo. Quelque chose qui est important, c'est au niveau notamment des assemblages, quand on a des parties bois exposées et ainsi de suite. On le dit toujours, on le sait tous, mais c'est traiter de manière tous les assemblages de manière à ne pas faire de rétention d'eau et que l'eau puisse s'évacuer le plus rapidement possible de ces assemblages ou au moins sécher. Et après, quelque chose qui est très important aussi, c'est en bas à droite, c'est la ventilation des bardages. On a pu voir, nous, que des bardages mal ventilés pouvaient mal vieillir sur des façades très exposées avec des lames qui déjantent, ainsi de suite. Donc, c'est quelque chose sur lequel il faut être très, très vigilant parce que on a souvent des lames d'air en partie basse qui sont bouchées et ce qui fait qu'après, on a des ventilations qui ne sont pas et des façades qui, on a les lames qui déjantent. Voilà, je crois que j'ai fini ma présentation. Je resterai disponible pour plus de questions. Merci beaucoup Sylvain. Du coup, on va laisser la parole à Jean-Marc qui va nous parler des évolutions des constructions bois, retour sur quelques réalisations de logements, équipements sportifs et collèges. Oui, bonjour à tous. Alors, dans les années 2000, au CNDB, on avait fait ce que l'on appelait des études de cas. C'est-à-dire qu'on réunissait les équipes de 4 types de réalisations, par exemple 4 opérations de logement. On réunissait les équipes archi, BET, entreprises autour d'une table à Paris. Et puis, on faisait un petit point sur leur réalisation pour essayer d'en tirer des enseignements dans un petit document qu'on appelait études de cas. Voilà. Ces documents sont téléchargeables sur notre site si ça peut vous intéresser. Je me suis appuyé dessus pour faire un petit retour en arrière sur différentes opérations. Donc, Amandine, si tu veux passer à la suivante. On va commencer déjà par le logement. Voilà, alors quelques opérations de logement. Voilà une première. C'est une opération qui a été construite à Cessin en 2002, à peu près, 2001-2002, pour l'Opal qui est devenu depuis Actis, bien connu. C'est une opération assez classique en bois. Elle a été choisie en bois parce qu'elle était sur une ruine et il fallait absolument un bâtiment extrêmement léger pour que le bois trouvait sa place. Regardez sur les photos de chantier, c'est classique. On a 2 noyaux béton et de l'ossature. Par contre, sur une des photos, vous voyez qu'on est sur de l'ossature sans préfabrication avancée. Il n'y a pas d'isolant, il n'y a pas de pare-vapeur, il n'y a rien du tout. On est dans les années 2000, quand même à une époque où il y a une forte résistance des charpentiers à se dire notre boulot, c'est la charpente. Le reste, ce n'est pas notre métier. Et puis les maîtres d'ouvrage qui disent non, on continue à avoir des lots divisés parce que comme ça, on maîtrise mieux les coûts des opérations. Je passe à la suivante. Alors, si on regarde un peu dans le détail cette réalisation, on peut regarder le plancher déjà. Alors, le plancher, il est sensiblement ce que l'on fait aujourd'hui. On a un solivage, un résilient, une chape et puis des plaques de plâtre en dessous. Donc, on a des choses assez classiques qui étaient déjà en vigueur à l'époque. Avec une grosse différence, c'est qu'on n'avait aucune validation qualité et aucun élément d'acoustique vraiment viable. Donc, chaque opération était une grande discussion avec le bureau de contrôle pour dire s'il acceptait la solution en acoustique. Ça, c'était vraiment très compliqué. Il a fallu attendre les travaux à Coubat pour pouvoir désormais faire sans problème des planchers bois. Alors, je vous ai mis
ça ne s'affiche pas bien là. Bon, pas grave. Bon, sur les murs, on avait à l'époque des murs qui faisaient 12 cm d'isolant. Donc, pour vous dire par rapport à aujourd'hui, on mettrait plutôt 20 cm, donc c'était plus réduit. Et puis les séparatifs logements, ils avaient été réalisés avec un mur ossature bois et un simple doublage de plaques de plâtre, ce qui sera un petit peu léger à aujourd'hui. Voilà. Les coûts qu'on avait constatés lors de ces réunions, on était plutôt autour des 100 € pour le plancher et 110 pour les murs, pour vous donner des ordres d'idées, ce qui actualisé ferait de l'ordre de 140, alors qu'aujourd'hui, on est plutôt à 200 pour le même type de plancher. Voilà peut-être pour cette opération, d'en prendre la suivante. Alors, voilà une autre opération qui a été réalisée à Saint-Dié par le Toit Vosgien. Pour ceux qui connaissent un petit peu, le Toit Vosgien, c'est un organisme qui a vraiment fait beaucoup pour le bois et qui a notamment réalisé un immeuble de R+8, si je me souviens bien, bois, CLT plus paille, enfin ils ont été assez loin. Le Toit Vosgien, en la fin du siècle dernier, comme disait Max tout à l'heure, c'était un organisme HLM qui avait une gestion bon père de famille, donc il y avait pas mal à magasiner d'argent. Et quand Jean-Marc Grémel en a pris la direction, il a utilisé cet argent au niveau des fonds propres dans les opérations qu'il faisait, ce qui lui a permis de surinvestir et à chaque fois d'aller chercher des bâtiments très performants. Alors, vous en avez un ici, qui a été réalisé à Saint-Dié. Ils ont testé un système de poteau-poutre. Tu peux passer à la suivante, avec un objectif thermique qui était GV-40, ça c'était en RT 2000, ça doit faire pas loin du RT 2012 là aujourd'hui. On y trouve des choses intéressantes, en particulier cette fois-ci un plancher qui est composé d'un élément collaborant. Donc vous avez une poutre avec une dalle connectée, on aperçoit, non il n'y a pas les connecteurs, et puis dessus vous avez à nouveau un résilient, une chape. Alors ça donne des résultats acoustiques qui sont excellents. Et ce dispositif avait été choisi pour diminuer l'épaisseur des planchers, qui est un vrai problème quand on travaille en bois, puisqu'on est autour des 40 cm. Ici, on a des retombées de poutre, mais un plancher qui est nettement plus mince. Ce n'est pas inintéressant. Voilà. Alors, dans cette opération, petite anecdote, on avait constaté des gros problèmes d'étanchéité à l'air, puisqu'on est dans tout début des années 2000, et l'étanchéité à l'air reste encore quelque chose de très peu connu. Suivante. Et alors, on avait pour cette formulation quelque chose d'assez différent, cette fois-ci, avec un système mixte bois et béton. Le maître d'ouvrage souhaitait avoir des habitats qui correspondent à ce que souhaitent les habitants, c'est-à-dire l'impression d'avoir une maison individuelle. Donc, chaque habitat est indépendant à son entrée, directement dans le bâtiment. Et pour faire ceci, ils ont imaginé de faire un socle béton dans lequel vous avez les garages, vous voyez sur la petite axonométrie, et puis vous avez une croix en béton qui va diviser les 4 logements qui vont être à l'intérieur du bâtiment. Alors l'intérêt, c'est que les planchers sont en béton, passe à la suivante, ainsi que les séparatifs logements, ce qui permet bien sûr de diminuer le coût, puisque ça on le fait de manière beaucoup plus facile avec du béton au niveau de l'acoustique. Voilà, sur la droite, vous avez les accès latéraux qui sont indépendants pour chacun des logements. Et donc tout ceci permettait de limiter tous les communs et de diminuer le prix. Alors, petite anecdote là-dessus, voilà un exemple de système mixte bois-béton, ça s'est beaucoup développé à partir des années 2010, et il a fallu attendre quand même d'avoir un premier travail pacte pour avoir des éléments de définition qui a permis d'alimenter le DTU 31.4 qui est sorti il n'y a pas si longtemps, ça doit faire à peu près 2 ans. Suivante. La dernière opération de logement, alors il s'agit de 51 logements à Évreux, on est toujours à Évreux. C'est un bâtiment qui est mixte, cette fois-ci métal et bois, donc structure principale en métal et puis l'enveloppe est en bois dans ce bâtiment. Une première chose, vous regardez, il y a pas mal d'étages. Vu le nombre d'étages, on doit être dans un système en 3e famille. Et si on passe à la diapo d'après, on s'aperçoit qu'on a une vêture ventilée, mais qu'on n'a pas de coupure dans la vêture ventilée. Alors là, on voit quelque chose a beaucoup évolué, c'est évidemment la sécurité incendie. En 2010, il y a une modification de l'IT 249 qui introduit des solutions bois. Et là, cette fois-ci, on a eu des coupures qui ont été imposées au niveau des vêtures ventilées. Et puis ensuite, ça a déclenché toute une série d'essais le pire dans les années qui ont suivi pour aboutir à la fameuse appréciation de laboratoire qui désormais définit la taille des déflecteurs en façade pour les bâtiments de logement. Voilà donc pour cette opération bois-métal. Et c'est tout, on va passer à la suivante.
Alors, je me suis amusé à mettre en tableau, on avait récupéré les prix des opérations à l'époque, donc je vous les ai remis. C'est les prix qui nous ont été donnés hein, en CHAB. Pour Cessin, vous avez un prix qui est autour des 700 euros. On était à 1 000 euros à Saint-Dié, pour le bâtiment ambitieux. 600 à Évreux, 770 pour l'autre bâtiment. On les a actualisés, ça fait en gros 30% avec l'inflation. Ça vous fait des prix qui oscillent, vous voyez, 1000, 1300, 700, 900. Donc on voit que les choses ont été nettement moins chères, même en actualisant, parce que les bâtiments étaient quand même nettement plus simples, moins d'équipements et moins d'isolants et beaucoup moins de choses. Suivante. Alors, on va faire un petit tour d'horizon maintenant de 4 opérations d'équipements sportifs. Alors, on va à Givenchy. Givenchy, on est en Picardie. Avec une volonté des architectes de faire un bâtiment qui reprenne l'esprit de la grange, et puis un problème de prix. Il fallait vraiment que ce soit très, très tiré au niveau du coût. Et d'ailleurs, tous les opérateurs avaient dit n'essayez pas en bois, vous n'y arriverez jamais, ce sera plus cher. Donc, le bois a réussi à passer au niveau du concours. Et, image suivante, s'il te plaît. Et puis, le travail qui a été fait pour optimiser le coût, ça a été sur la charpente. Vous avez une charpente qui est sous-tendue avec un double câble, vous l'apercevez sur la photo en bas à gauche. Vous avez ensuite, aux extrémités de cette ferme, un câble qui ramène les efforts en pied, ce qui a permis encore de diminuer les sections des lames et les collets et d'optimiser au maximum la charpente, ce qui a permis de faire ce bâtiment dans un prix quand même très, très contenu. Autre opération, cette fois-ci, du côté de Chambéry, c'est une salle de gymnastique. Alors, elle est située à côté de l'autoroute de la Tarentaise, donc il y avait un problème d'acoustique, d'où des parties d'éclairage tout en hauteur pour limiter les ondes sonores. Ce bâtiment a plusieurs caractéristiques. On va passer à l'image suivante, avec des petites astuces intéressantes. Vous avez par exemple les descentes d'eau dans la photo en haut à droite, qui sont cachées avec des faux poteaux. Descentes d'eau qui permettent d'accueillir l'eau dans la nouve, vous voyez sur le dessin à gauche. Et puis en bas, vous avez des photos de la charpente. Alors la charpente, on en reparlera sur d'autres opérations, elle est composée d'une structure principale, qui est ferme, d'une structure secondaire et ensuite d'une structure tertiaire, vous voyez ces petits éléments de bois que l'on voit là-bas. À cette époque-là, sur le domaine de l'incendie, il y avait une question qui se posait, est-ce que l'on traite ou l'on ne traite pas ces éléments? Et c'était une grande discussion avec les bureaux de contrôle. Et généralement, l'arbitrage, c'était de dire tant que la pièce est structurelle, elle n'est pas traitée. Si elle n'est plus structurelle, on va être obligé de la traiter. Alors, cette question maintenant a été résolue, parce que, on va la démontrer maintenant, on a des règles beaucoup plus précises sur la sécurité incendie. Suivante. Un autre gymnase, alors on va au Touquet, un gymnase plus ambitieux, qui est cette fois-ci du mixte métal et bois au sein de la charpente. Il inaugure aussi, il montre l'avancée de nouveaux matériaux, enfin nouveaux entre guillemets, puisqu'il utilise du lami-bois avec le carreau. On est dans les années 2000, vous avez, même un petit peu avant, vous avez le groupe FinForest qui fait un lobby pas possible pour implanter le carreau en France, et il va y arriver plutôt bien. Groupe FinForest, pour ceux qui ne voient pas ce que c'est devenu Mezzawood. Voilà. Donc, on voit arriver des nouveaux matériaux qui commencent à se positionner, qui viennent concurrencer un petit peu de la mêlée-collée, en tout cas le compléter. La suivante. Au niveau des parements extérieurs, on a du résopal, voilà, dans lequel ils ont optimisé la matière, parce que ce qui coûte très cher, ces panneaux coûtent très cher, donc il faut optimiser. Et puis, bon, il n'y a pas les photos de chantier, mais ça ne fait rien. Suivante. Alors, pour cette dernière réalisation, elle est assez originale. Elle se situe à Grenoble, à une époque où la mairie de Mélan, à Mélan, excusez-moi, où la mairie de Mélan est une mairie verte. On est dans les années 2000. Et les archis ont voulu aller à fond dans la volonté environnementale. Alors, bien sûr, il y a l'utilisation du bois, mais en même temps, il y a l'idée d'utiliser des bois locaux le plus possible. Donc, vous avez beaucoup de Douglas qui est utilisé pour la vêture. Et puis, l'idée aussi d'utiliser des produits le moins transformés possible. Tu peux aller à la suivante. Et du travail commun qui a été réalisé entre le bureau d'études, qui était Jacques Anglade,
avec l'architecte, qui était l'équipe de R2K à l'époque, eh bien, ça a été de faire une structure composée de fûts de Douglas, qui sont juste écorcés et qui forment en fait la charpente. Ils forment une nappe avec une sous-tension. Et puis, vous avez, on le voit un petit peu en haut à droite, vous avez simplement un élément rajouté sur la nappe qui va permettre de donner la forme de pente sur la toiture. Voilà, c'était les réflexions qui s'enclenchaient sur le développement durable, utiliser ce qui est local et puis avec le moins de transformation possible. Suivante. Alors, tout ça ramené toujours sur les coûts qu'on avait pu constater à l'époque, ce qu'on nous avait donné. Alors, on est sur des marchés 2003, plutôt 2001, 2002 sur les opérations. On a des coûts qui sont assez variables. Givenchy, on voit qu'il était un coût très, très maîtrisé. Et puis, c'est le Touquet qui a le coût le plus élevé. Donc, vous avez les coûts actualisés ici en dessous, 790, 1400, 1600, 1200. On va passer à la troisième catégorie. Cette fois-ci, on va parler un petit peu des collèges. Alors là, on est pas très loin de Grenoble. On est face au Vercors, c'est le collège de Vars qui a été reconstruit. C'est un collège qui se situe pas très loin de l'autoroute, et donc les archistes et l'équipe de R2K avaient conçu un plan de masse que vous apercevez en bas, qui a une forme de U au niveau de la cour, de manière à protéger du bruit la cour et avoir un espace qui soit confortable à l'extérieur. On est en 2005 et le décret d'application 21.5 de la loi sur l'air est paru. Alors ça, c'est quelque chose qui est assez important parce que dans toutes les démarches environnementales qui se développaient par-ci, par-là, ce décret vient d'une certaine façon légitimer l'usage du bois dans la construction. Et il va être repris par pas mal de collectivités, en particulier sur la ville de Grenoble, le département de l'Isère, c'est beaucoup plus grand. Il y aura un vrai engagement qui va démarrer avec la nomination d'un monsieur qui s'appelait Gérard Arnaud à l'époque, vice-président à la forêt du Conseil général de l'Isère. Et ce monsieur va accompagner les projets pour qu'ils soient en bois et va convaincre les autres élus pour faire du bois à l'intérieur du département. Donc ça va former une très très forte dynamique et on va avoir un nombre de collèges considérables qui vont être faits en bois en Isère depuis ces années-là. Il y en a eu une dizaine pratiquement, si je me souviens bien. Alors je continue sur la suivante, sur ce collège. C'est l'équipe de R2K qui l'a réalisé. Ils ont beaucoup utilisé le bois, structurellement, toujours avec Anglade d'ailleurs, avec Jacques Anglade. Et ils ont beaucoup travaillé sur les tissages, vous voyez, où on marie les différents types de structures qui vont s'afficher à l'extérieur, dans le préau, dans les coursives, mais aussi à l'intérieur des classes. Je refais la même remarque que tout à l'heure. À cette époque-là, on pouvait mettre des bois structurels comme ceci en plafond sans les traiter. Ce ne serait plus le cas aujourd'hui, ce sera un peu différent. Suivante. Je suis dans les temps, je suis à combien là? Bon. Encore 5 minutes. 5 minutes? Ça va être impeccable. Alors là, on est dans les Vosges, à Sénonne. En 99, il y a une très forte tempête, vraiment la tempête du siècle, qui a abattu énormément d'arbres. Et on avait dans les Vosges, comme dans d'autres régions, mais particulièrement dans les Vosges, de partout, des énormes tas de grumes que l'on arrosait pour pas qu'elles s'abîment. Et lors de ce concours, l'équipe d'archi s'est dit, est-ce qu'on ne pourrait pas trouver une solution pour utiliser ces grumes? Ils ont donc imaginé un système de structure. Alors, le plan du collège, vous l'avez un petit peu, oui, on l'a en bas à droite. En fait, c'est une grande circulation avec une cour intérieure de 500 mètres carrés, le petit pavé gris, et puis tous les espaces qui donnent dessus. Cette partie doit être chauffée. L'idée, c'est de faire une très grande nappe qui va utiliser ces fameuses grumes ou ces bois ronds qui sont restants. C'était un peu compliqué, bien sûr, avec les bureaux de contrôle pour arriver à valider cette utilisation. Et donc, ils ont fait un mixte entre des rondins de lamellé collé et puis des rondins qui réutilisaient ces grumes. Donc, on est vraiment déjà dans une première réflexion sur la réutilisation. Ils vont même aller un petit peu plus loin. Tu peux passer à la suivante. Puisqu'ils vont réaliser des planchers connectés avec des connecteurs métalliques. Et ces connecteurs, en fait, c'est du réemploi puisque ce sont des connecteurs de chemin de fer qui ont été réutilisés pour faire les connexions. Voilà. On va quitter Sénonne et puis on va aller à côté de Paris,
Alors, pour un bâtiment d'enseignement, cette fois-ci, pour du domaine privé. Donc, on n'est plus dans le domaine public, on est pour une institution. Il s'agit en fait d'agrandissement. Donc, c'est 3 bâtiments d'agrandissement qui ont été réalisés pour les classes. Le système constructif est très basique, hein, c'est de l'ossature extrêmement simple, puisque là, le prix aussi devait être extrêmement contenu. Passe à la suivante. Vous avez quelques éléments. On a sur la droite la composition du bâtiment. On est sur des épaisseurs d'isolant, là aussi, qui restent réduites par rapport à l'époque. Et puis, alors, vous avez un plancher, je vais vous donner une anecdote qui est marrante, qui est composé, j'arrive plus très bien à le lire là, parce que j'ai les gens dessus, de manière assez légère par rapport à ce qu'on attend dans de l'enseignement. Vous avez des dalles d'OSB qui sont flottantes, un demi-sol pour faire résilient, et puis en gros le plancher. Donc en termes d'acoustique, ce n'est pas formidable. Et je leur avais dit, mais comment est vécu le confort acoustique avec ce type de plancher? Alors, ils m'ont dit, mais il n'y a absolument aucun problème. Simplement, on a bien fait comprendre aux élèves que quand ils se lèvent, ils doivent se lever d'abord à côté de leur chaise et ne pas faire traîner leur chaise sur les planchers. Et donc, les problèmes d'acoustique étaient réglés. On va passer à la suivante. Retour en l'Isère avec la reconstruction du collège Fernand Léger. Alors, l'architecte qui a fait ça, c'est quelqu'un qui s'appelle Dominique Mollard, qui est très connu dans le monde du bois, puisqu'il a suivi le postgrade de Lausanne avec Julius Laterer dans les années 80, 85, 90, 85. Et donc, il fait que des bâtiments bois quasiment. Alors, ce qui est intéressant dans ce collège, vous le voyez déjà sur la photo, c'est que Dominique Mollard, dans les années 2000, qui déjà travaillait beaucoup en bois, disait attention au bois à l'extérieur. Et là, je reprends le discours de Max tout à l'heure, hein, évidemment. Attention au bois en extérieur. Et lui utilise au maximum des matériaux qui vieillissent bien quand ils sont soumis aux intempéries. Donc là, vous avez de la brique qui est soumise aux intempéries. Et quand le bois est parfaitement protégé, ce que vous avez sous la sous-face débordante du bâtiment, là, on peut éventuellement mettre du bois parce qu'il va garder sa couleur pendant des années sans aucun problème. Voilà, tu peux passer à la suivante. Alors, cet état d'esprit, il a été, je trouve qu'il est assez long à évoluer. Et Max en a parfaitement parlé. Vous avez encore des équipes maintenant qui, quand ils font du bois, revendiquent de mettre du bois de partout en extérieur. C'est quand même un petit peu un souci. Et en région Rhône-Alpes, je connais des maîtres d'ouvrage qui très clairement disent maintenant je ne travaille plus avec certains concepteurs parce qu'ils vont me mettre du bois en extérieur. Ça devient un repoussoir, ce qui est un petit peu dommage. Voilà. Écoute, on va passer à la dernière. Voilà, un petit tour d'horizon, là aussi, des prix qui nous avaient été donnés à l'époque. On est sur des prix marchés qui doivent être 2001-2002. Sur l'achat, on a des montants, vous voyez, 1400, 1200, 710, 1200. Et puis, si on les actualise, on est de 1800, 1500. Alors, Sainte-Thérèse, là, on est sur quelque chose de très, très bas, parce que c'est un cas un petit peu particulier. On tourne plutôt autour des 1500 €. Voilà, Amandine, je dois arriver à la dernière diapo. Parfait timing, pile poil 15. Alors, juste, je vais dire quelques mots pour conclure tout ça. Alors, tous ces bâtiments, ils en répondent la plupart pour la RT 2000. Depuis, on a eu RT 2005, on a eu RT 2012 et maintenant, on a RE 2020. L'étanchéité à l'air est apparue simplement en 2012. Alors, ça aussi a fait largement gonfler les prix. Ça a augmenté la technicité et ça a eu tendance également à aller vers la préfabrication pour arriver à obtenir ces problèmes d'étanchéité. On a une réglementation incendie qui s'est considérablement étoffée, mais qui a également étoffé les prix en amenant des nécessités de déflecteurs, de traitement, de joints coupe-feu, etc. Donc ça fait gonfler les prix également. Voilà, et puis on a vraiment une grosse évolution depuis une dizaine d'années, vraiment vers la préfabrication, ce qui n'était pas vraiment le cas dans les années 2000. Voilà un petit peu les grandes tendances que je pouvais vous ramener à travers ces opérations. Merci Jean-Marc. Du coup, on va procéder maintenant à la partie questions-réponses. N'hésitez pas à les poser dans le chat. J'ai vu qu'il y en avait déjà quelques-unes. Clémentine, du coup, je te laisse les poser aux intervenants. Oui, alors donc, il y a eu quelques questions posées dans les commentaires. Max, Sylvain et Jean-Marc, n'hésitez pas à en parler et à répondre surtout. La première question, avez-vous un retour sur les coûts de maintenance des façades bois par rapport à d'autres matériaux?
Je ne sais pas si Sylvain ne parle pas, je parle à sa place. C'était plutôt peut-être lui qui devait répondre, mais Max, en fait, le problème, c'est que les bâtiments ne sont pas entretenus. C'est-à-dire qu'en réalité, le coût d'entretien, il n'existe pas, puisque en fait, enfin nous, en tout cas de notre expérience, tous les bâtiments qu'on a construits en bois, y compris, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec du bois en façade, qui pourraient effectivement être entretenus, ne le sont pas du tout. C'est-à-dire que les maîtres d'ouvrage ne font rien. Sauf éventuellement changer des lames quand elles explosent ou bon, quand il y a un problème de casse ou de rupture. Mais sinon, sur l'entretien courant, il n'est absolument pas fait. C'est pour ça aussi que justement, il faut faire très attention. Parce que c'est vrai qu'on pourrait dire, tous les 5 ans, on repasse un saturateur sur les parties en bois exposées, etc. etc. Et ça serait effectivement assez efficace et ça préserverait l'apparence des choses. Mais dans la réalité, il n'y a aucun maître d'ouvrage qui fait ça. Et le coût d'entretien, en fait, il n'existe pas parce qu'il n'y a pas d'entretien. Sylvain, vous souhaitez ajouter une précision? Je disais, en complément de ce que disait Max, aujourd'hui, on n'est pas des Scandinaves. Nos clients ne peuvent pas repeindre leur façade tous les 2 ans. Donc, c'est bien pour ça qu'il faut que le bardage qu'on mette initialement accepte de vieillir et accepte de vieillir bien. Parce qu'effectivement, il n'y a aucun entretien qui est fait. Merci. Ensuite, est-ce que les façades de béton vieillissent vraiment mieux? Donc là, effectivement, c'est un petit peu… On revient sur la première question aussi. Ouais, c'est peut-être là aussi, je prends la parole parce que c'est peut-être moi, je suis peut-être allé un peu loin dans ma présentation parce qu'un peu trop schématique. Mais disons que d'une manière générale, pour faire là aussi très schématique, les revêtements d'origine minérale vieillissent mieux que les revêtements d'origine végétale, enfin, et plus spécifiquement le bois en l'occurrence. C'est une évidence. Bon, on a un retour d'expérience très, très complet là-dessus et on a pu constater qu'il n'y a pas photo. Donc aujourd'hui, c'est vrai que j'ai peut-être présenté ça un peu comme une provocation tout à l'heure, mais en disant, y compris des bâtiments en bois qui doivent être capables de supporter des façades minérales, des façades lourdes, des façades pourquoi pas en pierre, des façades en béton, etc. Finalement, c'est peut-être pas si hérétique que ça et c'est peut-être même une voie sur laquelle il faut qu'on travaille, d'autant qu'il y a beaucoup de villes aujourd'hui. Enfin, nous, on travaille par exemple à Nancy, à Bordeaux ou des villes comme ça, qui sont des villes de pierre, qui sont des villes minérales et où il est hors de question d'avoir des petits bouts de mélèze en façade. Et ça se comprend très bien. Et du coup, comment on fait pour continuer à construire en bois dans des contextes comme ça? Donc, typiquement, la réponse façade minérale, béton, mais au sens large, ça peut être toutes sortes de béton, ça peut être de la pierre, ça peut être de la terre cuite, ça peut être plein de choses, mais c'est un cocktail, enfin c'est un assemblage, une hybridation, pour reprendre mon terme de tout à l'heure, qui je trouve marche très bien et très pertinente dans beaucoup de contextes aujourd'hui. Donc, je pense aussi, question pour Max, qu'il y a eu peut-être une incompréhension, puisque dans les commentaires, on m'a précisé, pouvez-vous préciser, le bois n'est pas bon, n'est pas optimal pour le confort d'été? Ouais, alors ça, c'est effectivement, c'est un autre sujet, aussi un peu présenté de manière schématique dans mes slides, mais il y a un vrai sujet aujourd'hui sur le confort d'été, d'ailleurs, qui n'est pas lié spécialement au bois. C'est de manière générale, on sait que le sujet qu'on doit affronter, nous, architectes, dans les années qui viennent, c'est vraiment comment on arrive à faire des bâtiments confortables en été, évidemment en évitant la climatisation. Parce que si on dit qu'on climatise les bâtiments, bon, c'est débile et donc effectivement on reste dans un mode débile. Donc là, il faut arrêter de climatiser les bâtiments. Mais arrêter de climatiser les bâtiments et continuer à construire, notamment dans le sud ou dans les pays chauds, et sachant que tous les pays vont devenir chauds maintenant, des bâtiments sans inertie, c'est un vrai sujet, c'est un vrai problème. Donc, il ne faut pas éluder la question. Au contraire, il faut essayer de trouver des solutions. Donc, nous, on est partisans de ça. On travaille beaucoup sur ces sujets-là en disant comment on arrive justement à faire évoluer les constructions bois, faire évoluer les bâtiments légers, entre guillemets, pour qu'ils aient justement un comportement sain du point de vue de la thermie d'été. Et j'insiste un peu, évidemment, sans dispositif de climatisation ou sans technique de rafraîchissement. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais donc oui, intrinsèquement, la construction bois elle a un problème avec la thermique d'été lié au manque d'inertie. Et ce problème, il faut le régler. Merci. Question pour Sylvain Laroui. Origine du bardage mélèze présenté pour Pessac. Vous vous souvenez de l'origine? Oui,
C'était il y a 10 ans et c'était du mélèze qui venait de Russie. Le fameux mélèze radioactif. Exactement, exactement, exactement. Et c'est pour ça qu'après, j'ai bien insisté sur la provenance des bois. Et ce mélèze-là, on l'a utilisé sur plusieurs opérations, et notamment dans la ville toulousaine où, comme je le disais tout à l'heure, il y a des gros écarts de température. On avait des lames qui pouvaient faire quasiment 180 degrés au milieu de la lame, c'est-à-dire se mettre en hélice complètement. Donc ça fait partie de notre SAV. Mais les bois qui n'ont pas poussé ici peuvent pas forcément bien vieillir. Merci. Nouvelle question. À part l'aspect esthétique, le fait de mettre des épaisseurs assez faibles en bardage intérieur, type 16 ou 19 mm, ne vient pas jouer contre la durabilité du bois en extérieur. On parle avec une bonne mise en œuvre, type 27 mm minimum, avec des essences adaptées. Je reprends la parole. Si on va sur des bardages avec des épaisseurs très faibles, il faut faire attention parce que le bardage est de très 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 bonne qualité. C'est-à-dire que plus on sera sur une épaisseur faible, moins on aura le droit au défaut, et du coup plus ça sera compliqué. Aujourd'hui, c'est envisageable. Il y a des travaux qui sont faits là-dessus par rapport au feu, notamment sur les bâtiments multi-étages. Et donc, il y a un vrai sujet et ça peut être pérenne, mais il faut que ce soit bon. Je pense que Jean-Marc prend la parole. Oui, en fait, je reviens sur ce qu'évoquait Mac sur la thermique d'été. C'est un vrai sujet, bien évidemment. Il a montré des solutions qu'ils ont utilisées dans leur bâtiment. Euh, une des voies aussi, c'est l'utilisation de matériaux biosourcés à l'intérieur des murs au niveau des isolants. Bon, c'est quelque chose qui est intéressant, qui participe un petit peu au confort d'été et qui en plus va dans l'esprit de la RE 2020 sur l'impact carbone. Donc, ce sont des solutions assez intéressantes. Et les travaux, on a pas mal de travaux qui ont été faits sur les règles professionnelles, sur la paille. Il y a pas mal de choses qui se font qui les rendent maintenant utilisables dans un cadre réglementaire. Le deuxième point, puisqu'on parle toujours de l'aspect, il y a deux documents qui sont assez intéressants, je vous invite à consulter, qui ont été faits dans le cadre de Programme Pacte sur la mise en œuvre des éléments de façade, des petits éléments de façade. On voit beaucoup de façades dans lesquelles vous avez des éléments verticaux, des lithos verticaux qui sont rajoutés pour faire ombrière, je ne sais pas. Vous avez un document très bien fait qui vous permet de les dimensionner, de savoir le type de support qui est nécessaire, le type de fixation, tout cela suivant l'orientation, la pente, etc. Donc, je vous invite à consulter ce document. Et vous en avez un second également sur les balcons qui vous donne également les consignes à prendre pour éviter toute rétention d'eau dans les structures externes. Voilà, donc deux documents sur Programme Pacte. Merci. Question à Sylvain. Utilisez-vous du CLT Aigouin? On en a utilisé sur certains chantiers et on en utilise beaucoup moins, enfin, pas du tout en ce moment. On en a utilisé sur une opération, là, celle que j'ai montrée tout à l'heure, le logement de Pau. Là, c'était le plus proche fournisseur au moment où on l'a fait, cette opération-là. Et voilà. Autre question également un peu générale. Quel entretien préconisez-vous pour le bois? Je ne sais pas si je continue, mais c'est hyper généraliste. Soit ça dépend de ce qu'on veut faire de sa façade et comment on veut que sa façade évolue. Si on veut une façade uniforme qui ne bouge pas dans le temps, il faut la peindre tous les 6 mois. Et l'entretenir, si on veut quelque chose qui évolue et qui évolue bien, c'est juste vérifier, avoir un contrôle visuel de la façade, changer peut-être les deux lames qui a changé, vérifier que les entrées d'air ne soient pas bouchées et vérifier qu'en pied de bâtiment, on n'ait pas de l'herbe qui est poussée contre la façade et ça suffira largement pour entretenir la façade. Voilà, ça dépend vraiment de ce qu'on veut faire de la façade et comment on veut appréhender notre façade.
précise que, enfin, là, je vais faire un peu de publicité, mais et c'est d'ailleurs c'est ce qu'on vient de faire nous sur notre propre agence. On avait du mélèze en façade, du mélèze brut, hein, qui n'était pas du tout ni traité, ni lasuré, ni rien du tout. Donc on l'avait laissé vieillir naturellement entre guillemets, qui s'était un peu taché. Il y avait des sujets au niveau des bavettes, enfin classiques. Et on a passé, donc on a fait passer un saturateur, et ça marche très bien. C'est assez facile à faire parce que ça nécessite pas de décaper ou de brosser. Enfin, si, il faut faire un petit brossage comme ça pour enlever les poussières, mais on n'a pas besoin de travailler vraiment sur les ouvrages existants, et on peut repasser directement le saturateur. C'est des produits qui sont en phase aqueuse et qui sont éco-friendly, hein, Blanchon Saint-Hilor pour ne pas les citer, qui ont beaucoup travaillé, hein, sur la formulation chimique entre guillemets de ces produits qui sont maintenant des vrais produits environnementaux. Donc voilà, ça c'est très bien. Ça permet de stabiliser le vieillissement, de remettre pratiquement un coup de neuf entre guillemets à votre bardage, et voilà. Bon, ça a un prix évidemment, mais c'est quelque chose qui peut être fait, qui pourrait d'ailleurs être fait par les maîtres d'ouvrage. Je le disais tout à l'heure, personne ne le fait, mais là en l'occurrence c'est pour nous-mêmes, donc on a décidé de le faire, mais ça serait une solution. Nouvelle question. Que pensez-vous de l'utilisation du bardage en continuité avec retournement en couverture? On peut rester sur Max éventuellement. Qu'est-ce que je pense de ça? Après, c'est presque une question d'architecture, ça. Disons que techniquement, j'allais dire, paradoxalement, le bardage en toiture, si c'est une surtoiture bien ventilée, il va plutôt mieux vieillir qu'en façade, parce que finalement, il n'a rien qui l'emmerde. Il n'y a pas de bavette, de balcon, de machin, de trucs qui dépassent, etc. Donc finalement, il se lave assez bien. Nous, on a fait quelques expériences comme ça. La surtoiture en bois, franchement, vieillit très bien, vieillit de manière très claire. Donc le bois devient très très clair. Donc c'est un gris qui est plus doux, j'allais dire, que les façades toutes noires que j'ai montrées tout à l'heure. Donc bon, pourquoi pas? Ça peut être. Franchement, la surtoiture en bois, c'est plutôt une pas trop mauvaise solution en termes de vieillissement et de solutions techniques. Ça permet de payer une étanchéité qui ne vaut pas grand-chose dessous, qu'on cache avec la surtoiture. Donc, effectivement, on a un rendu, entre guillemets, général qui est qualitatif, qui n'est pas cher, et donc, voilà, qui est finalement assez efficace. Dans les pays de neige, en plus, ça fait porte-neige, donc ce n'est pas inintéressant aussi pour protéger l'étanchéité. Donc, c'est une solution. Finalement, Merci. le bois, peut-être que le bois en toiture, il est mieux utilisé qu'en façade. Et donc, du coup, on me demande s'il est conseillé de mettre un saturateur sur du bardage mélèze neuf. Ça dépend. Le saturateur, c'est un peu comme le pré-grisement dont parlait tout à l'heure Sylvain, c'est-à-dire que ça permet d'atténuer les défauts, les évolutions d'aspect et les défauts dans le temps court. Donc, ça permet de lisser d'une certaine manière l'évolution de la façade. Donc, ce n'est pas inintéressant parce que ça évite la rupture qu'on a au bout de 2, 3 ans, 3, 4 ou 5 ans, où le bâtiment devient dégueulasse, quoi. Donc, on a livré un bâtiment nickel, tout joli, couleur cagette, comme je disais tout à l'heure, et puis au bout de 5 ans, il est tout taché, tout noir, tout dégueulasse, et le client, il fait la gueule. Donc, l'avantage de traiter en amont le truc avec un saturateur, ça stabilise le vieillissement et on aura moins de décrochage dans le vieillissement, notamment dans le court terme. Et donc, la dernière question pour tenir les délais du webinaire. Si pas de bois en façade, que pensez-vous de l'enduit sur ETIX et de son utilisation sur des hauteurs supérieures à 9 ou 18 mètres? Jean-Marc, tu vas répondre à ça? Je vais faire une réponse un peu. Ce sont des produits qui sont des techniques courantes parce que sous avis technique, donc il suffit de consulter l'avis technique des produits. Bon, réponse courte. En matière de complexe de façade, on est en train d'évoluer quand même. On est dans une période où tout va quand même changer à très court terme sur les solutions qu'on pourra ou pas utiliser, notamment sur les immeubles d'une certaine hauteur, enfin notamment plus de 8 mètres. Donc là, il y a un vrai monde qui est en train de changer, en train d'évoluer. Il y a des essais qui sont faits, il y a des brevets qui sont posés, des essais le pire, des machins, des trucs et des bidules. On n'a pas vu la fin du film, et on peut dire aujourd'hui que la situation en 2021, elle n'est pas stabilisée. C'est-à-dire que la façade ossature bois de demain,
comment elle sera constituée, comment elle sera finie, comment elle sera machin, on n'a pas tout à fait vu la fin du film. Il y aura encore des choses qui vont évoluer, etc. Et l'histoire n'est pas terminée. Alors, je vais peut-être abonder là-dessus en disant que sur les JO, il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits là-dessus. Et il y a donc un certain nombre d'index qui ont été posés. Et ces index devraient pouvoir être tombés dans le domaine public prochainement. C'est en réflexion au niveau de la filière. Et puis, comme disait Max, il y a beaucoup aussi de privés qui ont développé des index particulières sur éthique, mais qui les gardent pour eux, ce qui est le cas d'Odéon, par exemple. Mais ça bouge. Merci beaucoup. Je crois qu'on est arrivé au bout des questions. Donc, je pense qu'on va pouvoir s'en arrêter là aujourd'hui. Donc, un grand merci à nos 3 intervenants, Max, Sylvain et Jean-Marc, pour leur disponibilité et la qualité de leurs échanges. Au nom du PNCB et du club, je vous remercie, vous, en tant que public, d'avoir été si nombreux aujourd'hui, d'être restés jusqu'à la dernière minute. On va vous envoyer d'ici quelques jours le lien du replay pour ceux qui sont arrivés un petit peu à la bourre aujourd'hui. Également, le lien vers tous les documents techniques qui ont pu être cités, notamment par Jean-Marc. Et puis, on vous enverra les coordonnées de nos intervenants du jour. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée.